Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. On se bat pour le retour de la paix et de la sécurité. Oh, let's get ready to rumble! T'en veux encore? Ouais, oh, ouais. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas vrai, on dirait qu'il aime vraiment ça. La violence a plein de synonymes. Madame Macron, vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre, enfin... Complètement. Le croche-patte dans la tête. L'idée que le chef de l'État puisse être un homme battu. Le coup de pompe dans les guiboles. Puisse être un homme violent. Tu vois, le coup de courge dans la côtelette sur un mec au sol. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce que c'est que ça gifle? Non, non, je vous assure que la gifle n'a pas eu lieu dans les studios de Sud Radio. Non, non, ça ne touche ni Jean-Frédéric Poisson, ni Maud Prota-Koffler, ni Julien, ni Manuel. Non, 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 il n'y a pas eu de problème chez nous. Mais, il y a eu un problème au Vietnam, dans l'avion qui arrivait du Vietnam. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'embargo, on a vu tout de suite, on a vu la porte s'ouvrir, et une main, avec une petite tache de rouge, avec effleuré la joue du président de la République. Voilà. Et la porte s'est ouverte. Et là, Emmanuel Macron, toujours professionnel, a fait un petit signe de la main. Tout va bien. Alors, qu'a dit l'Élysée? L'Élysée dit oui, c'est encore un truc de l'intelligence artificielle, encore essayé d'encourager par des réseaux pro-russes, bien sûr. On voit la main de Poutine derrière, hein. Et mais après, correction. Le même Élysée a dit non, c'était une petite, même pas une chamaillerie, pas du tout. On s'est changé des mots, des orions, voilà. Eh ben, écoutez, laissez le couple tranquille, vive la vie privée, ça suffit. Et surtout quand elle n'est pas faite que de privation. Et alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Et nous en parler, un sujet beaucoup plus sérieux évidemment, l'aide à mourir. Hein? Est-ce qu'il faut l'aide à mourir? Oui, mais à quelles conditions et comment? On va en parler avec Jean-Frédéric Poisson, parce que demain on vote, et demain on vote quoi? Le délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir? C'est quand même un sujet très grave, et c'est un sujet qui nous concerne évidemment tous. Et puis, le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il abuse de son pouvoir? Est-ce que, en disant attention, les rétentions par rapport à un délinquant, eh bien oui, mais attention, il faut pas faire n'importe quoi. N'importe quoi, mais quand on est délinquant, qu'est-ce qu'on fait? On ne le met pas en centre de rétention? On va en parler avec Guylain Benessa, l'avocat Guylain Benessa. Et puis, alors vous allez entendre dans les perles, hein, la chasse, ça se passe bien, hein, entre les Gouers. Les Gouers, c'est les blancs, et puis les autres. Vous allez voir l'humoriste Mustapha El Atrassi, Mathieu Kassovitz, qui a remis une couche, bien sûr. Et puis, on va parler du Festival de Cannes, bien sûr, de la fin du Festival de Cannes. Et enfin, vous allez voir, très intéressant, 2 politiques vont être sur le divan. 2 psychanalystes ont vraiment psychanalysé de loin, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et vous allez voir, qu'est-ce qui se passe dans la tête freudienne et dans l'inconscient de Le Pen et de Mélenchon? C'est pas piqué des hannetons. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Choisir sa vie, choisir sa mort. Oui, mais à quel prix et comment? Sujet évidemment capital qui concerne tout le monde, et c'est le moins que l'on puisse dire, et depuis toujours, vous savez, la mort ni le soleil ne se peuvent regarder en face. Eh bien, samedi, avant-hier, les députés ont approuvé la création d'un délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir contre le fait, disent-ils, d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur ce sujet. Voilà. Alors, que s'agit-il? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a le droit de choisir sa mort? Est-ce qu'on veut empêcher les gens de quoi? De se suicider? De l'euthanasie? De quoi? Eh bien, on va en parler avec Jean-Frédéric Poisson tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. Il est mort
l'été, il est mort l'hiver. Bien sûr, la chanson de Nicoletta n'est pas une chanson sur la fin de vie, elle est une chanson sur, effectivement, la fin de l'amour, la fin de tout, mais on en parle parce que demain doit être voté, effectivement, un délit qui est constitué si un médecin, par exemple, ou autre, perturbe l'accès au lieu où est pratiquée l'aide à mourir en exerçant des pressions morales ou psychologiques sur un patient ou autre qui veut mourir, qui veut effectivement être euthanasié Eh bien non, eh bien les députés ont dit il n'y est pas question que quelqu'un s'y oppose. Je rappelle simplement qu'il est similaire, la peine prévue s'est portée à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, et elle est calquée sur celle concernant les interruptions volontaires de grossesse. L'article a été adopté et donc demain c'est le vote. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Vous êtes président de VIA, et je rappelle, de VIA, la voix du peuple, effectivement, et vous avez écrit un livre, vous avez reçu déjà sur l'OMS et ce qui se passait, mais un livre passionnant, un livre qu'on vous conseille, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, et c'est vraiment le grand débat, et qui continue depuis longtemps, aux éditions MAM. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vraiment on veut empêcher, est-ce que, pour me faire l'avocat, effectivement, de l'autre côté, Jean-Frédéric Poisson, si quelqu'un qui est vraiment à bout de souffrance, ou à bout de détresse, ou etc., qui, en toute conscience, bien sûr, choisit de dire, écoutez, mettez fin, vraiment, je veux arrêter, je veux qu'on mette fin, et on a beaucoup d'exemples de ce genre. Est-ce qu'on va condamner le médecin qui va aider cette personne à mettre fin à sa vie? C'est toute la question. C'est-à-dire que l'adoption de cet article 17, le dernier, à peu près le dernier en tout cas, de cette proposition de loi samedi matin, a consacré, comme vous l'avez dit, un délit d'entrave qui punit de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende toute personne qui exercerait les personnes qui voudraient empêcher l'accès. Toute personne, médecin ou pas médecin, toute personne. N'importe qui, toute personne. Oui. Qui voudrait, alors soit en exerçant des pressions matérielles, physiques, etc. Bon, ça s'entend tout à fait. Mais surtout des pressions morales ou psychologiques pour dissuader d'une certaine manière la personne qui en a manifesté le souhait de recourir à l'euthanasie. Alors le problème, c'est que c'est toute la difficulté de ce débat. On ne peut pas tenir pour rien ni la faiblesse, ni le découragement, ni le dépit, ni le désespoir des personnes qui se sentent affaiblies à un point tel qu'elles veulent en finir avec l'existence. D'ailleurs, lequel d'entre nous n'a jamais eu l'esprit traversé par la volonté d'en finir, même de manière fugace, parce que de temps en temps c'est trop dur. Il faut comprendre ça, il faut l'entendre, il faut le traiter. Et comme je l'ai écrit dans le livre que vous avez eu la gentillesse de manifester, la mécanique des soins palliatifs permet cet accompagnement, permet ce traitement et permet tout ça. Là, le problème, c'est que nous sommes, par construction presque, en face de personnes qui sont dans un état de fragilité tel... Ça ne veut pas dire démence, ça ne veut pas dire perdre du consentement, non, ça veut dire fragiliser à un point tel qu'elle décide, ou elle souhaite en finir. Et on se demande ce que deviennent, dans cette situation-là, des pressions morales ou psychologiques. On peut parfaitement imaginer que, alors même si le texte ne semble pas dire l'inverse, même si les débats de samedi matin à l'Assemblée, en tout cas, se sont voulus en tout cas rassurants sur ce point, comment considérer le fait que vous avez dans votre famille quelqu'un qui vous dit « moi il faut que j'en finisse, c'est terminé, je n'en peux plus », son frère, sa sœur, son père, sa mère, son fils, sa fille, je ne sais pas qui de sa famille dit « non, tu peux pas faire ça, tu comprends bien que c'est pas possible, on est là pour t'aider, etc. etc. » Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de pression morale ou psychologique? Je veux dire, qu'est-ce qu'une pression morale ou psychologique? Parce que ça, ce sont les familles qui exercent une pression morale et psychologique. Ça se comprend, enfin, on n'a pas envie de voir partir les siens, la plupart du temps. Donc, cette notion est tellement floue qu'en réalité, son champ d'application lui-même est flou et donc extrêmement vaste. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs le péché mortel de ce texte, d'une certaine manière, ou en tout cas son intention cachée, c'est que le texte est intéressant à lire, les auditeurs le trouveront sur le site de l'Assemblée nationale facilement. Il faudrait qu'ils le voient. C'est accessible sur le site de l'Assemblée, enfin c'est assez facile. Il est d'une ambiguïté folle en réalité, parce que on se rend compte que tout est fait en fait pour faciliter le plus possible l'accès au suicide assisté, à l'euthanasie, et c'est plus intéressant encore que le contenu même du texte.
ce sont les amendements qui ont été rejetés par la majorité, par le gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, la volonté d'exclure les déficients mentaux ou les handicapés. Il y a eu des amendements qui ont été portés là-dessus, des députés comme M. Bazin des Républicains, ou Christophe Benz du Rassemblement National, ou Hervé de Lépinot, également du Rassemblement National, puis d'autres, qui se sont attachés, ou M. Juvin, que vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, tout à fait, ils se sont attachés à réduire la population, en disant au moins, enfin quand même, on ne peut pas considérer qu'il y a, il y a un moment où il faut quand même faire attention. Philippe Juvin l'a dit, effectivement, on est déficient mental, on est la liberté de... le consentement éclairé peut être au moins affecté d'une certaine forme d'interrogation, on va dire ça. Donc en fait, il y a une espèce de frénésie à vouloir absolument... En fait, c'est une frénésie de légiférer sur tout, vous diriez. Je pense qu'il y a au-delà de ça, je pense qu'il y a je vais reprendre les choses par une autre porte, si vous permettez. Quand on légifère sur le contrat de travail, le texte en tant que tel concerne en fait les 15, 16, 17, 18 millions de salariés en France qui ont un contrat de travail, c'est-à-dire les salariés du secteur privé. Ça ne concerne pas les fonctionnaires, ni les militaires, les professions libérales, ça concerne une partie seulement de la population. Mais quand on légifère sur le contrat de travail, même si on ne s'adresse qu'à une partie de la population, on dit quelque chose de ce qu'est un contrat. On dit quelque chose de ses modalités de contraction, de rupture, des engagements réciproques, on dit quelque chose de la parole donnée, de la signature. Donc il y a une portée symbolique de la loi à chaque fois qui concerne toute la population, même si le champ de la loi ne concerne qu'une partie de la population. Eh bien pour ce texte, c'est la même chose. C'est ce que disait le jeune Louis Bouffard, que vous avez peut-être vu la semaine dernière, ce jeune atteint d'une myopathie de Duchenne assez avancée, qui dit, mais moi vous êtes en train de me dire qu'en fait la question de mon utilité et de ma présence sur cette terre est posée par la loi, que la loi que vous êtes en train de voter. Donc il faut faire très attention quand on manipule les questions de la vie et de la mort, parce qu'en fait, même si nous ne sommes pas touchés par des affections très graves, etc., en réalité ça dit quelque chose de la valeur de la vie humaine, et c'est pour ça que ce texte représente, en tout cas il est perçu comme tel par ce jeune homme et par beaucoup d'autres qui s'occupent des patients, comme une atteinte à la valeur de la dignité humaine et de la vie humaine comme telle. C'est ça qui est grave, je pense. C'est vrai, non mais comme vous dites, Jean-Frédéric Poisson, moi je suis très frappé par ça, parce que dans ma famille et dans mes amis, j'ai eu des exemples de ça. Et c'est très difficile à dire. J'avais un très 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 bon ami, vraiment un ami de toujours, qui, je raconte, et puis pendant 3 ans, et il avait simplement, il était non pas paralysé, il avait beaucoup de difficultés à marcher, il ne marchait plus à la fin, il marchait en chaise roulante, et il avait le moral, et il me disait, écoute, trouve-moi un médecin parce que je veux en finir. Et ça, il allait bien. Enfin, il n'y a pas de problèmes familiaux, etc. C'est pour ça que c'est terrible. C'est la règle des exceptions. Lui voulait en finir absolument en toute. Il avait toute sa tête et il disait voilà, j'ai très très bien vécu. Maintenant ça va. Et j'ai pas envie de continuer comme ça. Il avait très mal. Il fallait le soulever. Et il ne supportait pas de se sentir assisté. Et est-ce que ce n'est pas, c'est tout le problème, est-ce que ce n'est pas en fait, comment faire entre la liberté individuelle quand elle existe et les contraintes, et puis ces familles aussi, d'ailleurs, parce que vous dites, c'est ces familles, personne n'a envie de mourir, mais il y a aussi des questions d'héritage, quelquefois, comme vous le savez. Bien entendu, il y a abus de faiblesse et autre chose comme ça, évidemment. Toutes les familles ne sont pas aimantes, malheureusement. Voilà. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce qu'on fait? Et on va prendre une petite pause, et je voudrais qu'on continue avec Jean-Frédéric Poisson, parce que ça concerne tout le monde, et j'aimerais aussi avoir votre avis, auditeur de Sud Radio. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, est-ce qu'il faut, en fait, et Jean-Frédéric Poisson va en parler, est-ce qu'il faut l'absence de loi ou alors les soins palliatifs, effectivement, donnent la réponse, y compris dans ces cas-là? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Faut-il aider à mourir? Et à quel prix? Et faut-il empêcher? À quel prix? Nous en parlons depuis tout à l'heure avec Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle son livre que je recommande, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. C'est paru aux éditions MAM. Mais Jean-Frédéric Poisson, alors, justement, on dit, alors il y a les soins palliatifs, on en a beaucoup parlé, etc. Ils sont là, il faut les développer. Mais la question, encore une fois, elle est effectivement philosophique. Et la question est de savoir, parce que la vraie question, elle est là, est-ce que j'ai ma liberté, j'ai la liberté de choisir ma vie? Est-ce que j'ai la liberté de choisir ma mort? Je ne parle évidemment pas quand on est diminué ou quand on a des troubles psychiques ou etc. Mais sur le plan, est-ce que les soins palliatifs répondent à ça d'une manière ou d'une autre ou pas? Les praticiens disent que oui.
Les patients qui, dans un premier temps, font la demande d'être euthanasiés quand ils rentrent dans un service, et à qui on explique qu'ils peuvent être accompagnés, soulagés de leur douleur, soulagés de leur solitude ou de leur détresse, répondent que oui. C'est Monsieur Juvin qui disait, je crois, chez vous la semaine dernière, que le nombre de personnes qui demandaient l'euthanasie, une fois qu'ils étaient informés de l'existence des soins palliatifs, était divisé par 10. Oui, sauf qu'ils étaient 3% oui, au début. Donc ça veut dire, donc ça veut dire que ça concerne. Mais ça n'est pas parce que la population concernée est faible qu'il ne faut pas se préoccuper de la question, parce que c'est quand même des choses qui sont, comme vous disiez, des principes philosophiques au fond. Donc c'est pas une question de nombre, c'est une question de principe. Donc oui, les soins palliatifs permettent de répondre à, on va dire, l'intégralité. Par précaution rhétorique, il faut dire la quasi-intégralité. Mais enfin, il y a plus maintenant quasiment de douleurs réfractaires. On sait accompagner tout ça. Les soins palliatifs ont fait beaucoup de progrès. Et je fais partie de ceux qui pensent que si depuis 1999, où les soins palliatifs sont pour vous comme moi, pour tous les auditeurs inscrits, comme un droit, pour tous les patients que nous sommes, qui n'est pas effectif parce qu'il en manque de partout, s'ils avaient été développés, si on avait informé la population, si les malades qui sont atteints de graves affections étaient informés depuis longtemps de leur existence, on serait dans un autre, on n'aurait pas besoin de débattre sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Sur la question de la liberté personnelle, vous savez, dans le droit français, il y a quelques bizarreries quand même, parce que figurez-vous par exemple que vous ne pouvez pas déshériter vos enfants même si vous êtes très fâché avec eux. Pourtant, ces biens vous appartiennent. Ah oui, c'est interdit. C'est interdit, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de leur en laisser un petit bout. Alors, pas la totalité, mais un petit. Il y a une part que vous ne pouvez pas. Bon, vous n'avez pas le droit de renoncer à vos congés payés quand vous êtes en conflit avec votre employeur si vous voulez partir plus vite. Dans ces deux cas, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on considère que le fait qu'il y ait un temps de congé qui corresponde à un temps de travail, c'est une mesure publique d'ordre social. Ça vous dépasse d'une certaine façon. Le fait qu'on puisse transmettre un patrimoine d'une génération à l'autre, ça fait partie des mesures d'ordre public parce que ça assure une certaine forme de stabilité de la société. Donc la liberté individuelle, même quand elle porte sur des choses extrêmement personnelles, extrêmement individuelles, par définition, elle doit être cadrée. Et donc c'est une liberté limitée, surveillée. Forcément, forcément. Mais toutes les libertés le sont, en définitive, à part la liberté de conscience, qui heureusement n'a pas de limite, parce qu'on n'est pas encore entré dans notre cerveau. Mais je compte sur Monsieur Musk pour nous mettre des sondes dans la tête et contrôler un peu tout ça à terme. Voyez-y, quand je dis je compte sur, vous comprenez bien. Voilà, tout ça. J'ai compris. Mais il veut pas de ça, Monsieur Musk, en plus. Mais revenons à ce que vous disiez. Non, mais la liberté, quand même. Je veux dire, c'est vraiment très important. Évidemment que les 99% des gens n'ont aucune envie de partir pour des raisons, évidemment, la vie avant tout et la vie avant tout, même si on sait qu'on va mourir un jour, c'est pas nouveau. Hélas. Oui. Mais la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Voilà. Voilà, tout à fait. Oui, c'est son credo, c'est le mien aussi. Mais justement, comment, si vous voulez. En fait, et vous posez un problème, est-ce qu'au fond, ça ne devrait pas échapper à la législation? Je m'explique. Vous avez raison de dire, écoutez, il faut quand même une loi qui encadre, même des choses extrêmement personnelles, et je crois que votre exemple de l'héritage est très important. C'est vrai que bon, ce sont mes enfants, mais bon, et alors, c'est moi qui ai fait ma fortune, ou qui ai fait mes... oui, mais non. Ils sont conduits comme des salauds, mais non. Oui, mais non. Nous sommes d'accord. Mais... Encore une fois, vous, Jean-Frédéric Foisson, vous, tel ou tel. Bon, vous avez des convictions, que ce soit des convictions religieuses, des convictions éthiques, et c'est très bien, et c'est plus que légitime que chacun ait ses convictions. Mais si, par exemple, moi, ma conviction, en tant que citoyen, lucide, me dit, écoutez, je suis arrivé à un stade où, effectivement, ça ne vaut plus la peine. Et que attention, parce que ce que j'ai vu dans la loi, et je vous demande de corroborer, c'est que là où ça se passe, dans les États où ça se passe, on donne 6 mois avant de, je veux dire, on demande un patient 3 ou 4 fois s'il est toujours dans les mêmes conditions, au patient ou pas au patient. Ici, c'est pas le cas dans la loi française. C'est pas le cas. Non. Alors c'est quoi la loi française aujourd'hui? Il faut une demande rédigée auprès d'un médecin qui n'est pas votre médecin traitant et qui va s'assurer du concours d'un autre médecin, éventuellement d'une personne qui fait partie des équipes d'aides-soignants, pour examiner la situation et qui rendra sa réponse. Donc la décision ultime de pouvoir vous c'est donner... le médecin, voilà, il faut la réponse du médecin. Un médecin tout seul décide si, oui ou non, vous présentez les critères d'éligibilité pour subir l'euthanasie ou le suicide assisté. La question que vous posez, c'est de la liberté, est très importante, parce que c'est la question de savoir c'est à quel prix. C'est-à-dire, si effectivement on aménage cette liberté de recourir à l'euthanasie quand on le souhaite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas sans conséquence sur l'ensemble de l'ordre social. C'est-à-dire, ça bouleverse, ça n'est pas seulement un droit nouveau qui est
conféré à une personne individuelle. C'est qu'il y a un prix à payer social sur la valeur de la vie, sur l'organisation des soins. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On n'est pas tout seul en face de quelque chose qui est sa propre vie. Ça engage beaucoup d'autres choses que ça. Et dans notre mentalité individualiste moderne, on a tendance à oublier tout ce qu'il y a autour. Mais ça existe pour le coup. Y compris d'ailleurs la vocation des soignants qui sont autour et qui vont devoir faire quelque chose parce que si c'est un droit, ils sont impliqués aussi. Donc il y a une dimension très collective en réalité de notre vie, en particulier pour les gens qui se suicident. Ils ne pensent pas ils ne pensent pas à l'environnement, ils ne pensent pas à la collectivité. Ça c'est très curieux, cher André Berkoff, chers auditeurs. J'ai été pendant 5 ans le représentant du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide. J'ai beaucoup travaillé sur des thématiques des risques psychosociaux en entreprise, du burn-out, etc. Et si vous allez sur l'onglet, le site du ministère de la Santé en France, vous trouverez des tas de choses pour prévenir du suicide. C'est-à-dire on fait tout en France pour que le nombre de suicides, de personnes qui se suicident diminue. Et pour que le nombre de tentatives de suicide diminue, ce qui est d'ailleurs non. Et d'ailleurs il y a même dans le code pénal un article qui punit l'incitation au suicide. Vous ne pouvez pas inciter quelqu'un à se suicider, c'est un délit. Et on comprend très bien pourquoi. Ça me paraît tout à fait normal. Ce qui veut dire que si vous décidez de vous suicider tout seul, on essaie de vous en empêcher, mais si vous demandez à quelqu'un de vous suicider, on l'autorise, on le met dans la loi. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi quelle est la cohérence, dans quelle forme d'univers schizophrène on peut être amené à demander au même ministère de dissuader les gens de se suicider d'un côté et d'autoriser le recours au suicide quand on le demande à quelqu'un. C'est quand même très bizarre. Alors, est-ce que l'euthanasie, c'est le suicide? Alors, l'euthanasie, c'est une forme de suicide délégué. D'une certaine manière, on demande à quelqu'un de vous suicider, mais ça revient au même. C'est pas. L'expression d'ailleurs est de. Je crois du député Benz dans l'hémicycle la semaine dernière. C'est un suicide délégué, c'est-à-dire vous ne vous suicidez pas tout seul, vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Donc il faut tenir compte de ces détresses, de ces faiblesses, et on a probablement autre chose à dire à quelqu'un qui veut en finir que t'as bien raison, finissons, parce que c'est pas supportable pour nous non plus. Bien sûr. On a autre chose à porter comme message. Non mais oui, et je termine en disant que les logiciens disent qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. D'ailleurs, il n'y a pas que les logiciens, tout le monde le dit. Quand elle est entrebâillée, elle n'est plus fermée, elle est ouverte. Et quand elle s'ouvre, comme c'est le cas par exemple aux Pays-Bas, il y a quelques mois, vous pourrez vérifier ça facilement, le ministre hollandais de la Santé a dit, escalité, qu'il faudrait désormais que les citoyens de plus de 75 ans se posent la question de leur présence au sein de la société, parce que maintenant qu'il y a des moyens d'en finir de manière facile, il faut quand même arrêter de peser sur les, mais ça, sur les choses. Ça, c'est vraiment le côté, ça, c'est le côté de la maladie mentale. Jacques Attali avait dit la même chose il y a une trentaine d'années. Enfin, c'est un discours qui revient, c'est la question de l'utilité. Il faudrait que je vérifie, mais non, mais même les gens qui souffrent beaucoup, même ceux qui sont très diminués, ont quelque chose à nous dire et à nous apporter. Même eux. Je dis même eux, vous comprenez le sens dans lequel je le dis, c'est-à-dire que la valeur d'une vie humaine ne se mesure pas, et son intérêt, entre guillemets, ne se mesure pas au degré ou à la situation de faiblesse qu'elle subit. Reste la question, mais on ne la résoudra pas là. Reste la question de la personne, vous allez me dire que c'est l'exception, et heureusement que ce sont les exceptions, de la personne lucide qui a envie d'en finir, et qui, si elle a envie d'en finir, hélas, trouvera des moyens chimiques ou autres pour en finir. À un moment... vous savez qu'Albert Camus disait, la seule question philosophique qui vaut, c'est le suicide. Oui, bien sûr, mais on comprend très bien pourquoi. C'est une question qui touche à la destinée, à la valeur de la vie, au sens de la mort. Enfin, on voit très bien. Et puis il y a le très beau poème La mort des pauvres de Baudelaire. C'est la mort qui console, et là c'est qui fait vivre. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de. Alors justement, je crois que nous avons Régine. Régine de Foix. Oui, bonjour Régine. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour madame. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi il y a besoin d'une loi, en fait, pour cette histoire d'euthanasie, puisqu'il existe un document du gouvernement qui s'appelle les directives anticipées, pour lesquelles on peut décider, on peut dire à l'avance ce qu'on souhaiterait qu'on fasse en fonction de ce qui va nous arriver au cours de notre vie. Et ce document est censé être remis à notre médecin traitant, et il y a également une personne de confiance qui est notée sur cette directive anticipée. Et donc à partir du moment où on donne nos souhaits à l'avance de ce qu'on voudrait faire dans ce qui peut nous arriver au cours de la vie, je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être pris en compte comme un desiderata que l'on
que l'on met à jour peut-être tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Oui, je trouve que c'est une bonne question. Alors 2 choses. La première, merci, c'est Régine, je crois, le prénom de l'auditrice, de rappeler ça. Les directives anticipées, vous avez tout à fait raison, ça existe, il faut les remplir. Il faut l'écrire de sa propre main. L'exercice n'est d'ailleurs pas facile. Je me souviens qu'au moment de la loi Claes-Leonetti, il y a 10 ans, j'avais fait l'exercice, j'ai essayé de faire l'exercice moi-même. C'est pas facile d'écrire quand je serai en charpie. Ne me réanimez pas avec. Enfin, on peut le faire. On peut parfaitement le faire, mais c'est pas une obligation. Donc ça veut dire que c'est possible, effectivement, dans ces directives anticipées, on désigne un tiers de confiance qui, si vous n'êtes pas en situation de prendre une décision, le fera pour vous. Mais le problème, Régine, c'est que aujourd'hui, le fait de retirer l'avis volontairement à une personne, quel que soit son état, est un meurtre. C'est pénalisable. Vous pouvez passer du tribunal. C'est la raison pour laquelle. C'est ça. C'est encore sous le coup de la loi. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, heureusement. Enfin, quand on tue quelqu'un, enfin, c'est quand même pas. Bien sûr. Mais enfin, écoutez, aider à mourir dans ces conditions et trucider quelqu'un dans la rue, comme il se passe tous les jours en France, c'est pas la même chose, quand même. Jean-Frédéric Poisson. Ça n'est pas matériellement le même acte, mais la conséquence est la même. Et vraiment, je pense que là, c'est un des problèmes. D'ailleurs, c'est la transgression de l'interdit de tuer qui est la question de fond, la question philosophique de fond. On va en parler, je crois, encore beaucoup, y compris avec vous. C'est vraiment un problème philosophique, un problème éthique. Il est posé et vous pouvez nous appeler pour en parler. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous, merci à tous. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On dit les sages en parlant des membres du Conseil constitutionnel. Les sages, vraiment, on en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Passage, passage, on n'est pas toujours sage. Passage, on n'est pas toujours sage. Oui. Non, c'était pas la voix de Laurent Fabius et des membres du Conseil constitutionnel. On n'est pas toujours sage. Mais on pourrait se poser la question quand on voit que le Conseil constitutionnel vient d'invalider une mesure permettant de placer en rétention un demandeur d'asile, je dis bien un demandeur d'asile, représentant une menace pour l'ordre public en l'absence de procédure d'expulsion. Voilà, c'est la loi sur l'immigration Darmanin, on va en parler. Bonjour Guillaume Mélessa. Bonjour André Berkov. Bonjour, vous êtes avocat, vous êtes auteur de On marche sur la tête. Oui, ça c'est devenu d'ailleurs, ce n'est même plus une information, c'est devenu une dimension quotidienne. Et comment faire taire le peuple, le référendum impossible aux éditions L'Artilleur. Alors Guillaume Mélessa, dites-nous exactement qu'est-ce que c'est que cette mesure, de quoi elle est-elle le nom? C'est-à-dire que quand quelqu'un est délinquant, quand il a un problème, une menace, on ne le met pas en centre de rétention. C'est quoi? Alors très simple, André, très simple. Ce qui s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel avait retoqué 40%, je dis bien 40% de la loi immigration. Vous savez, la fameuse loi de Gérald Darmanin. Et là, le Conseil achève le travail puisqu'il poursuit son entreprise de démolition de la réforme voulue sur l'immigration. Et là, concrètement, c'est quoi l'entreprise de démolition? C'est que le Conseil estime que une menace, un risque de menace à l'ordre public, ça ne suffit pas pour justifier qu'un demandeur d'asile qu'on prenne une mesure à l'encontre d'un demandeur d'asile. Je précise donc pourquoi est-ce qu'on ne retient pas le risque de menace à l'ordre public, menace à l'ordre public, parce que le Conseil considère qu'il n'y a pas dans la loi, donc dans le code, il n'y a pas de démonstration de l'actualité, de la gravité de la menace. En gros, le terme de menace à l'ordre public est trop général pour que ça justifie la chose. Et deuxièmement, et vous l'avez évoqué à l'instant aussi, le risque de fuite du demandeur d'asile n'est pas non plus suffisant. Le risque de fuite n'est pas non plus suffisant pour le placer en rétention. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on considère que le fait qu'il n'ait pas répondu, qu'il soit présenté pour formuler une demande d'asile dans un délai de 90 jours, d'accord, donc qu'il ne soit pas manifesté pendant 90 jours sur le territoire national, on considère que c'est pas suffisant pour considérer qu'il y a un risque de fuite de sa part. Donc dans les deux cas, menace à l'ordre public ou risque de fuite, ce n'est pas suffisant pour placer un demandeur d'asile en rétention. Ce qui veut dire concrètement que on voulait
arrêter la digue, on voulait être, Gérald Darmanin promettait d'être ferme, la loi voulait, vous savez, contrôler l'immigration, et le Conseil constitutionnel continue maintenant désormais à détricoter, à censurer et à démolir l'œuvre du législateur, la loi de Gérald Darmanin et les mesures qui ont été prises ces dernières années pour tenter de contrôler l'immigration. Mais vous voulez dire quelque part, est-ce que c'est une volonté, tout se passe comme si c'était une volonté de détricoter complètement tout ce qui a été fait, tout ce qui a tenté d'être fait en tant que loi ou sur l'immigration, en tant que mesure à prendre? Écoutez, c'est simple, tout le monde est perdant dans cette affaire, tout le monde est perdant. Je m'explique. Premièrement, il y a 1 an et demi, on a discuté de la loi immigration dans des conditions ubuesques, vous vous rappelez, avec les amendements voulus par la droite, l'intervention du Conseil constitutionnel voulue par Emmanuel Macron, Gérald Darmanin qui lui-même disait que certaines dispositions ne seraient pas constitutionnelles, bref. Ouais. On avait d'un côté le Parlement qui voulait plein de choses, et ensuite le juge qui a dit « niet de ma part, je censure d'un coup 40% de la loi ». Ça veut dire que les représentants du peuple sont de plus en plus censurés par le Conseil constitutionnel. Ça ne date pas d'hier, mais c'est une confirmation. Ouais. Deuxièmement, autre problème fondamental, ça veut dire que, j'ai eu l'occasion d'en parler, je vous le cache pas, à quelques antennes, chez certains de vos confrères, il y a 3 mois, Emmanuel Macron a remplacé Laurent Fabius par Richard Ferrand. Et j'ai dit, je n'arrête pas de dire, je me demande qui s'imaginait une seule seconde que le remplacement de Fabius par Ferrand allait changer quoi que ce soit à l'affaire. Et en réalité, le Conseil poursuit exactement l'œuvre de son prédécesseur, qu'il s'appelle Ferrand ou Fabius, ça ne change rien à l'affaire. Le Conseil constitutionnel est pris sous des fourches à la fois idéologiques, juridiques, européenne, tout ce que vous voulez, qui lui empêche techniquement, qui l'empêche de considérer que l'immigration c'est un problème, qu'il faut prendre le problème à bras le corps, qu'il faut admettre des mesures, on va dire un peu plus drastiques, ce qui veut dire qu'on ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'on fait est détricoté par le juge. Donc soit on comprend une bonne fois pour toutes qu'il faut s'attaquer à ce qui constitue aujourd'hui le Conseil constitutionnel. C'est devenu un législateur dormant, on va dire, des gens qui font le boulot après ceux qui font la loi et qui aujourd'hui empêchent en amont, en aval ou très en aval même de faire le nécessaire. C'est vraiment vous voyez, il y a un contrôle de la loi, mais en fait ce contrôle de la loi c'est devenu une interprétation de la loi, voire même une fabrique de la loi faite après ceux qui font la loi. Oui, enfin Guilhem Benessas, au risque d'être caricatural, mais je ne crois pas l'être, le Conseil constitutionnel constitue un contre-pouvoir par rapport au pouvoir législatif, quelque part. Ah, mais... Oui, André Berkoff, théoriquement, c'est censé l'être. Mais vous savez, c'est très simple. Le Conseil constitutionnel, que les auditeurs comprennent bien, et j'ai eu l'occasion, vous l'avez rappelé, de l'expliquer largement dans mes 2 derniers livres, le Conseil constitutionnel, à l'origine, devait servir dans l'esprit du général de Gaulle, de Michel Debré et de tous les autres, le Conseil devait servir à vérifier que la loi n'empiète pas sur le pouvoir de l'exécutif. En gros, que le gouvernement puisse agir sans que la loi n'empiète, n'intervienne de trop. Tout à fait. Il fallait stopper la loi tout-puissante. Et en fait, petit à petit, et je le raconte notamment dans mon bouquin sur le référendum, en 71, une décision a tout changé, une décision qui est un coup d'État, littéralement. Hein. Un coup d'État, c'est un coup d'État voulu pour des obscures relations purement politiques. C'est en fait un règlement de compte politique lamentable qui va présider au fait que le Conseil constitutionnel va s'inventer des contre-pouvoirs, des pouvoirs, des capacités d'agir qu'il n'avait pas jusque-là. Ce qui veut dire que depuis 71 jusqu'en 2025, il y a une montée progressive des juges contre les politiques, mais à tous les niveaux. En France, en Europe, en droit international, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ce qui veut dire qu'au bout de l'affaire, en 2025, on s'est habitué à ce que la loi, en réalité, soit faite de façon presque fictionnelle, de façon un peu théorique, par le législateur, qui est quand même, je le rappelle, mandaté par les Français. Hein. Il confie mandat aux députés de faire la loi. C'est pas très compliqué à comprendre. Mais qu'ensuite, dans les alcôves, dans le petit cénacle du Conseil constitutionnel, des sages qui sont pour l'essentiel des hommes politiques dont plus personne ne veut, des retraités de la politique. Ce ne sont pas des juges, en plus. C'est pas la Cour suprême des États-Unis. Hein. Ah, mais vous savez ce que c'est ça, André Berkoff ? C'est peut-être le pire des scandales dans toute cette affaire à chaque fois. C'est-à-dire que on adore gueuler, je le dis comme c'est, on adore gueuler contre la Cour suprême américaine. Vous savez, on dit ce sont des juges conservateurs choisis par Trump, que c'est une cour politisée, que d'ici on a le verbe très haut pour contester l'autorité de la Cour suprême. Mais vous savez,
la grande différence, c'est que la Cour suprême est composée de véritables juges. Absolument. Des gens qui ne masquent pas leur position politique, c'est vrai, mais qui font du droit. Nous, on a des gens comme Jacqueline Gouraud, je veux dire, dont on a même oublié l'existence, Laurent Fabius à l'époque, qui était quand même en pré-retraite ou voire en retraite de la politique, Alain Juppé qui a été congédié de la politique quelque part quand il a perdu la primaire face à Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on a Richard Ferrand qui n'a jamais été rien d'autre qu'un PS dont tout le monde se foutait à l'époque de son passage au PS, devenu le majordome d'Emmanuel Macron. On vous entend mal là. Rapprochez-vous peut-être. On vous entend mal. Oui, allez-y, Guilain. Oui, et je disais, ce sont ces quasi-retraités de la politique, dont Richard Ferrand, donc l'ancien majordome d'Emmanuel Macron, qui au PS à l'époque n'a même pas vraiment compté au PS. C'était pas un cadre du Cénacle. Ces gens-là aujourd'hui détricotent la loi sous couvert, je veux dire, de faire du droit. Et c'est bien ça le problème. C'est que le droit ou le pseudo-droit à la peau de plus en plus de la politique, et le Conseil constitutionnel se permet de marcher littéralement sur l'œuvre des parlementaires qui ont tellement intériorisé la chose qu'ils prennent des dispositions les moins violentes possibles ou les moins dures, parce qu'ils savent que derrière, elles vont être détricotées par le Conseil constitutionnel. C'est un sac de nœuds, et au fond, le vrai perdant, c'est la démocratie, donc le peuple français. Oui, mais Guilain Benessa, tel que vous le dites, et ça me paraît tout à fait de bon sens, c'est un scandale d'État permanent. C'est je ne dirais pas un coup d'État permanent, comme disait l'ancien président de la République, mais un scandale permanent. Monsieur Berkoff, je me permets un tout petit détour pour qu'on comprenne bien. En 1980, un député gaulliste a proposé un amendement dans le cadre d'une discussion parlementaire, visant à enregistrer le fait que les juges ne sont pas faits pour devenir législateurs. Ça veut dire qu'il voulait clairement, au nom de la séparation des pouvoirs, s'assurer que les juges ne puissent pas faire la loi, une bonne fois pour toutes. L'amendement n'est pas passé, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on ne se rend pas compte, on parle tout le temps de cette notion fabuleuse d'état de droit. Or, au fondement de l'état de droit, il y a la séparation des pouvoirs. Bien sûr. Lorsque Laurent Fabius ou Richard Ferrand et tous les autres disent « moi, j'interprète la loi quitte à la démonter, à la détruire, ou en tout cas à la vider de sa substance », à la déformer, ça veut dire que les juges font la loi à la place du législateur. C'est une rupture de ce qui s'appelle la séparation des pouvoirs, donc l'état de droit. Ce qui veut dire quand on dit tous les jours « vive l'état de droit », l'Europe nous dit tous les jours « vive l'état de droit », notamment, vous savez, pour peser sur les élections dans certains États en Europe, en disant on l'a vu. C'est moi qui fais la loi au nom de l'état de droit. On devrait peut-être se rendre compte que la France elle-même a un gros problème avec son état de droit et que précisément, nous aurions beaucoup à dire chez nous pour réformer notre état de droit qui fonctionne très mal avec cette espèce d'emprise permanente des juges sur la politique. Guilain Benessa, il ne faudrait pas effectivement que l'état de droit devienne l'état de tordu. Merci à vous. Merci à vous. Sud Radio. Pendez-les maintenant, ok. Pendez les blancs, effectivement. Avant de parler de psychanalyse, de politique, et vous allez voir, ça va être tout à fait passionnant. Oui, on se dit, alors, la France, raciste systémique, disent les uns, racisme anti-blanc, disent les autres, mais en tout cas, on dit, mais non, il n'y a pas de racisme anti-blanc, comme si, où il y a du racisme partout où il n'y en a pas. Mais, écoutez, on va vous faire écouter, auditeurs de ces résistants de Sud Radio, ce qu'a dit dans un one-man show Mustapha El Atrassi. Mustapha El Atrassi est un humoriste. Là, je ne sais pas si c'est de l'humour ou pas. Vous en jugerez. C'est quand même assez parlant. Je voulais vous dire avant que, pour ceux qui ne savent pas, Gouer, quand on parle de Gouer, dans un certain nombre dans la géographie, Gouer, c'est le blanc. On l'appelle le Gouer. Alors, écoutez Mustapha El Atrassi. Nos frères algériens, on vous aime, merci de remplir mes salles, on est ensemble ici, on est unis, je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers. Libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers, libérez du temps pour les Gouers. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai que fallait que je fasse quelque chose de mon côté, toi c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où ?
Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Hein? C'est fou ça? Non mais c'est vrai? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les Gouers. On n'est pas mieux là? Voilà, j'ai fâché les Gouers, on n'est pas mieux là, on est entre nous. Bon, écoutez, alors vraiment il y a deux possibilités où on prend ça pour de la rigolade, vous savez, comme les blagues que faisait Pierre Desproges et compagnie, ou alors ça a un autre sens. Et ça a un autre sens parce qu'il y a un Gouer qui s'appelle Mathieu Kassovitz, qui a déjà sévi au Festival de Cannes et qui dit des choses alors qui éclairent d'un jour tout à fait différent, et c'est Mathieu Kassovitz qui explique Mustapha El Atrachi. Écoutez ce qu'il disait sur LCI hier dimanche. Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche, et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race, et ils vont se mélanger avec les autres, et tant mieux pour nous tous, et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Voilà, c'est intéressant. Il y a la position de Mustapha El Atrachi qui dit écoutez, les Gouers sont partis, on est entre nous, on n'est pas mieux entre nous, applaudissements et tout ça. Et vous avez le blanc fils voilà, qui je sais pas, fils de voilà, à moitié juif, à moitié Montpellier, enfin peu importe, et qui dit oui mais écoutez, les Français de souche, c'est des fins de race, des fins de race. C'est ce que c'est dans une fin de race. Ouais, enfin. Et c'est intéressant, voilà. Vous avez effectivement ce miroir à deux faces qui s'appelle quoi? Le racisme, le séparatisme, le n'importe quoi, ou, attention, de l'humour. À vous de me dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, face à face aujourd'hui avec deux auteurs et deux livres. Alors, vous allez me dire pourquoi deux auteurs et deux livres? En général, il s'agit d'un livre. Eh bien non, là, écoutez, c'est très simple. On va parler de divan. On va parler de psy et de psychanalyste. Parce que deux psychanalystes se sont penchés sur deux hommes politiques. J'allais dire hommes politiques. Femmes et hommes politiques, bien sûr. Mais n'oubliez pas que la femme politique est un homme comme un autre. Je vais encore me faire absolument volatiliser. Donc, Gianpaolo Furgielle, bonjour. 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 Bonjour Joseph. Bonjour, et vous saluez Joseph Agostini qui est là. Alors, Joseph Agostini, c'est Marine André Le Pen sur le divan, et Gianpaolo Furgielle, c'est Jean-Luc Mélenchon sur le divan. Ça vient de paraître chez Duno, c'est le début d'une collection, et c'est très intéressant, parce que c'est assez rare pour mériter qu'on s'y attarde, c'est de prendre effectivement... de prendre que ce soit une femme politique aussi connue que Marine Le Pen, un homme politique aussi célèbre que Jean-Luc Mélenchon, et les traiter effectivement à travers l'œil, à travers le regard, à travers l'analyse psy. Et tous les deux sont psychanalystes, je le rappelle, diplômés psychanalystes de traumatologie, c'est ça, l'Université de Paris, Joseph Agostini. Vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste et analyste praticien à l'espace analytique. Disons, trois pour le prix d'un, hein, c'est pas mal ça. Et Gianpaolo Furgielle, vous êtes psychanalyste, sexologue et auteur d'une thèse à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez écrit évidemment plusieurs ouvrages également. Et je voudrais savoir, d'abord, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Chez les Américains, d'ailleurs, l'un d'entre vous en parle, on dit on n'a pas le droit de traiter psychanalytiquement quelqu'un tant qu'on ne l'a pas vu et consulté et soi-même. Alors, Joseph Agostini, alors vous avez failli à la règle? Ah non, mais vous avez lu, je sais, André Berkov. D'ailleurs, André, si je puis me permettre, moi j'avais 14 ans et je regardais Ça vous regarde sur la 5, et je sais que c'est un des seuls programmes de la 5 à la fin qui faisait plus de 10% de part de marché. Et j'aimais bien ce côté anard de gauche, parce que toutes les émissions étaient extrêmement bien huilées, trop huilées à mon goût, et Ça vous regarde, c'était une perle. Après, vous avez continué avec Français si vous saviez sur France 3. Et sachez que, voilà, moi j'ai toujours aimé ce franc-parler qui a continué, au fond, sur le service public, France 3. Et je trouvais que de passer de la 5 à France 3 avec ce type d'émission, c'était fort de café. On n'était pas à l'ère de C'est mon choix à l'époque. Hein. Certes, et aujourd'hui ce serait impossible. Mais bon, à l'époque c'était possible. Et oui. pour répondre à votre question...
effectivement, c'est surtout pas la psychanalyse de Marine Le Pen, parce que je l'ai jamais rencontrée, et je n'ai pas du tout cette prétention à être son psychanalyste. En revanche, je pars du principe qu'aujourd'hui, à l'heure où on se pose pas les vraies questions sur ce qu'est véritablement la politique, sur ce qu'est la vie, la mort, le sexe, on a besoin d'en passer par l'inconscient, on a besoin de passer par les outils freudiens ô combien contemporains pour se saisir d'une autre manière de voir les choses. Parce que c'est tellement le degré zéro de la réflexion, certaines fois, ce qu'on entend finalement à la radio, à la télévision, qu'on a besoin un petit peu finalement d'être en contact avec les forces primitives de l'humain. Et c'est ça la psychanalyse au fond, c'est l'association libre, c'est l'inconscient, c'est la vie inconsciente qui nous permet, moi je crois, d'être au plus proche de la vérité humaine, davantage que le blabla. Alors écoutez, en tout cas vos livres en témoignent, en tout cas ce sont des livres intéressants, sinon vous ne seriez pas là, et vraiment intéressants. Après, je voudrais juste poser la question à Gianpaolo Folgielle, vous n'avez pas rencontré non plus Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas pris le temps de le mettre sur le divan et de discuter avec lui. Vous aussi, vous dites, comme Joseph Agostini, vous dites, écoutez, on peut nous donner justement une grille d'analyse, une grille d'interprétation que l'on n'entend pas souvent, et c'est une bonne chose de le faire. Mais vous avez la psychanalyse au même niveau que les autres disciplines. Je pense qu'elle a le droit aussi de se pencher sur la vie politique, sur l'inconscient politique qui est dans les personnages qui sont sur scène depuis des années. Vous avez fait référence à la règle Goldwater aux États-Unis. C'est la règle pour laquelle si vous êtes psychiatre, psychanalyste et vous n'avez pas rencontrer la personne, vous pouvez pas donner votre analyse. En France, ce n'est pas le cas. Heureusement, la psychanalyse relève plus des sciences humaines que de la médecine. On reste fidèle aux sources, Joseph, en France. Et donc, on assume pleinement le choix de la psychanalyse, et en ce qui me concerne également des références de l'envoi aux autres sciences humaines, pour analyser, interpréter, fournir une grille d'interprétation comme outil pour le public, différemment des autres disciplines. Et c'est vrai, et on va en parler parce qu'effectivement, écoutez, moi qui suis la politique depuis, vous l'avez dit, ça ne me rajeunit pas, quelques décennies, mais c'est vrai que vos deux livres, c'est très intéressant, en tout cas, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais vous apportez effectivement des éclairages qui sont très intéressants. Joseph Agostini, on va commencer par vous, on va poursuivre avec Mélenchon, mais Marine Le Pen, évidemment, vous aviez, un gisement aurifère, quoi. Absolument. J'avais l'impression qu'elle était faite pour être analysée en quelque sorte, Marine Le Pen. Parce que c'est vrai que, alors, toutes les vies sont plus ou moins mythologiques, au fond, quand on les scrute. Mais certaines plus que d'autres. Et c'est vrai que là, il y a un rapport au père si puissant. Il y a une inculcation culturelle dès le départ, au fond. Elle est comme façonnée par l'idéal parental dès le départ, dès son baptême en 1968 à l'église de la Madeleine. Il y a cette idée que il y a une sorte d'impossibilité d'en découdre finalement avec son destin de femme politique. Mais ce qui est fou aussi, vous racontez quand même dès le départ, vous êtes la fille Le Pen, elle était quand même extrêmement, je dirais, quel que soit ce qu'on peut penser d'elle, elle était maltraitée à l'école, enfin on l'était persécutée. Ensuite, il y a cette explosion, racontez-le quand même, à 8 ans, et ils sont chez eux, et la maison, l'appartement explose. Et le caniche est vitrifié sur le canapé. Et le caniche vitrifié sur le canapé, ce qui n'est pas rien, oui. Et alors justement, parlez-nous, qu'est-ce qu'au fond, aujourd'hui, avec le recul, parce que elle a été le père inculqué, puis elle a tué le père un peu beaucoup plus tard, elle a la dédiabolisation, etc. Et au fond, en regardant, c'est quoi? C'est un destin qui a été marqué au fer rouge par le père, vous diriez? C'est-à-dire, moi j'ai vraiment le sentiment d'une entrave. Marine Le Pen n'a jamais été véritablement dans son désir, du moins à partir de tout le matériau que j'ai lu, littéraire, et radio, et télé. Voilà. Il y avait il y a cette idée quand même persistante, qu'à chaque fois elle est invalidée dans son désir personnel. Comme vous le dites, elle est épinglée déjà au signifiant fille de facho à 5 ans et demi. Enfin, il y a quand même cette idée
que tout de suite, on la range sur une armoire. On la met l'étiquette, assigné à résidence, quoi. Assigné à résidence, absolument. Et tout au long de sa vie, parce que ça dure, cette histoire. Et elle devient avocate, elle peut pas faire son métier parce que c'est une Le Pen. Elle a pas de clients. Donc, elle est tout de suite, immédiatement, ramenée à son identité. Elle va travailler à un moment donné au cabinet juridique du Front National. Et à chaque fois, voilà, elle veut devenir photographe. Et elle est comme ramenée dans un contre-flot, sa biographie. Elle raconte qu'elle ne peut pas, elle ne s'autorise pas en quelque sorte à faire un pas de côté. Et alors ça c'est le comble quand même, l'ironie du sort, c'est qu'au fond elle en a le charisme. Elle est dotée d'une cape. Il y a une sorte comme ça d'identité profondément médiatique chez elle, de gouaille, de manière de parler, il y a cette voix, il y a cette blondeur, il y a cette présence qui fait qu'elle est en quelque sorte là aussi physiquement sommée d'être une femme politique. Elle peut pas s'en sortir parce qu'au fond quelqu'un de. Mais elle avait envie, vous croyez pas? Elle avait envie de politique. Moi je crois qu'elle avait envie de plaire au père. Elle avait envie de montrer quelque chose de cet ordre-là. Mais je pense que son désir profond n'était pas là. Et c'est ce qui explique aussi tout au long, finalement, cet impossible dédiabolisation, cet impossible, en quelque sorte, retrouvaille avec le père aussi. Parce que finalement, il y a toujours quelque chose qui met en échec aussi ce lien. Il n'y a pas eu de retrouvaille. Non, absolument. Et justement, c'est ça qui montre bien qu'au fond, elle n'est pas dans son désir véritable. Vous savez, moi j'ai des patients, et ça c'est vrai, la psychanalyse l'atteste tous les jours. Quand on est dans son désir, on réussit quelque chose et ça se voit. Il y a quelque chose qui se sent. Il y a une forme de continuité, de cohérence, vous voyez, dans sa vie personnelle. On suit un fil rouge. Marine Le Pen, il n'y a pas de fil rouge. Il y a toujours, c'est cabossé, c'est toujours scandé par des manœuvres, des idées, des stratégies, mais on ne peut pas suivre. Il n'y a pas quelque chose qui vient donner une continuité à son destin de femme politique. On va en parler, on va continuer à en parler, et puis on va parler évidemment de Jean-Luc Mélenchon, autre personnage tout à fait passionnant avec Gianpaolo Forgione. Juste après cette petite pause, on se retrouve dans 2 minutes. Et si vous avez des questions évidemment à poser aux psychanalystes, vous savez, 0826 300 300. Et n'oubliez jamais que quand vous rencontrez un psychanalyste, vous lui dire bonjour, comment je vais? Oui, c'est ça. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et oui, vous êtes gâtés aujourd'hui, auditeurs de France Info. 2 politiques sur le divan. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, alors lui aussi, c'est autre chose, évidemment, mais c'est évidemment passionnant. Et vous en parlez, vous racontez aussi, Gianpaolo Forgione, la naissance Tanger, le fait qu'il était dans un milieu effectivement très très diversifié, très créolisé comme il dit aujourd'hui. Enfin, à l'époque on ne disait pas ça, bien sûr. Vous racontez tout ça et puis vous racontez quelque chose dont personne nous parle ou très peu. C'est la relative surdité. Vous disiez, il n'entend pas bien, et il a raconté effectivement sur le divan, là du coup, de Marc-Olivier Fogiel, mais qui n'est pas psychanalyste, qui est journaliste. Et dites-moi, ce que ça dit, tout cela, de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Gianpaolo? Donc, par rapport à la question d'être malentendant, c'est un sujet c'est quelque chose qui a façonné aussi sa posture politique. Il le dit et on le voit aussi dans ses discours. Par exemple, être malentendant dans son cas, ça l'a amené à être toujours dans l'utilisation du langage comme une riposte. Il est toujours à l'attaque, il a toujours l'impression d'être agressé par quelqu'un, il a l'impression qu'on lui tombe dessus. C'est ce qu'il dit dans ses interviews. Et autre chose aussi, je pense, cette question d'être malentendant aussi a façonné aussi un autre discours, c'est celui de la 6e République. Ah oui. Pourquoi? Une 6e République. Ça, c'est l'interprétation que je donne. Après, en analyse, vous savez, soit vous acceptez l'analyse, soit vous la laissez. Soit on prend, soit on laisse. Mais je crois aussi que l'utilisation du langage qu'il fait, les mots qu'il emploie, par exemple, place de la République, il dit on veut une République qui écoute tout le monde, une République qui entend les vrais besoins des citoyens. Donc la récurrence de certains mots
peuvent quand même être impactés aussi par cette question de la surdité partielle, si vous voulez. Et autre chose aussi, à mon avis, influence aussi la création de sa posture. Dans ces cas-là, il a besoin d'être dans une maîtrise du langage, être aussi dans une maîtrise de la façon de se montrer, de se présenter en public. Donc, il lui donne la possibilité de créer une posture, d'être dans la performance et d'essayer de tout maîtriser. C'est pour cette raison que des fois, on voit Jean-Luc Mélenchon à l'attaque. On le voit dans un très langage... On le voit très souvent à l'attaque, Giampaolo. Assez souvent, hein, Ouais, assez souvent. Au moins, c'est ça. Pas forcément vis-à-vis des journalistes, mais on le voit aussi lors des meetings, par exemple. Bien sûr. Il est dans une performance. J'en parle énormément aussi par rapport à l'affiliation qu'il essaye de créer avec des personnages historiques. Ils sont toujours les mêmes personnages historiques d'une certaine période historique de ce pays. Par exemple, donnez-nous des exemples. Je vous fais un exemple. Robespierre. Robespierre, c'est moi. Il disait il n'y a pas longtemps. La figure de Robespierre revient souvent dans ses discours et il revient. La figure de Robespierre, mais également celle de Jean-Paul Marat, si vous voulez. Oui. La figure de Robespierre, qu'il a essayé aussi d'adoucir, de dire non, mais c'était un peu le bouc émissaire de l'historiographie qu'il a pris comme cible, comme responsable de la terreur, etc. Donc, en lui, il voit déjà la gestion du pouvoir. Donc, il voit aussi cette sorte de projection qu'il fait vis-à-vis de Robespierre, mais aussi dans le contexte. Donc là, il y a mon analyse. J'ai dit simplement que je pense que les références, l'affiliation qu'il essaie d'entamer, de créer avec des personnages historiques, n'est pas toujours cohérent. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, quand on choisit son parrain, on ne choisit pas n'importe quel parrain. On va le choisir également par des valeurs, par une vision idéologique de la société. Donc, Robespierre a eu la maîtrise du pouvoir. Il est tombé aussi pour cette maîtrise du pouvoir, par l'excès du pouvoir. La terreur. C'est pas le cas voilà. On parle de 30 000 personnes condamnées à mort sous Robespierre. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Non. Jean-Luc Mélenchon redoute le pouvoir. C'est pour ça que je donne les titres en chapitre trôner et trône au pouvoir. Phobie. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression... Vous dites qu'il redoute le pouvoir. Oui, c'est intéressant. Absolument. Pourquoi, à votre avis ? Parce que dans la maîtrise... Alors, il faut avoir la maîtrise du pouvoir. Si vous voulez. Il faut être dans la nuance. Donc, le pouvoir, c'est l'objectif ultime, c'est-à-dire gagner les élections. Donc, quelqu'un parlait de lui comme un éternel, si vous voulez, deuxième ou troisième. Voilà, on est toujours dans cette vision-là. Et il faut maîtrise déjà, nuance sur le langage, nuance sur les relations que vous avez vis-à-vis des autres. Et il faut également maîtrise de l'équipe que vous dirigez. Parce que vous n'arrivez pas au pouvoir seul, vous arrivez avec quelqu'un. Et j'ai l'impression aussi que, si vous voulez, en suivant Saint-Augustin, vu que c'est la période de Saint-Augustin qui revient souvent dans les discours, le bonheur, c'est dans ce que l'on possède, j'ai l'impression, chez Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression qu'il tire jouissance par l'état actuel des choses. Vous voyez ? On va en parler, on va continuer d'en parler avec vous et avec Joseph Agostini pour Marine Le Pen. C'est intéressant, vous voyez, aujourd'hui, on est sur le divan, on écoute les psys, et c'est intéressant parce que ça donne une autre grille. Et la pluralité des grilles fait la lucidité de la chose. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et vous-même, si vous voulez vous faire psychanalyser, non, je plaisante, 0826 300 300. Marine Le Pen sur le divan par Joseph Agostini et Jean-Luc Mélenchon sur le divan par Giampaolo Forgiuele. Joseph Agostini, quand même, aujourd'hui, on est en 2025, ce sont les prochaines présidentielles, sans faire justement, et c'est pas votre rôle du tout, de prédiction ou de lire dans le marque de café. J'aurais bien aimé. Oui, ça aurait été bien. C'est pas possible. Non, mais alors, justement, où en est Marine Le Pen après ce qu'il y a eu, cette exécution provisoire, vous savez, par rapport aux attachés parlementaires? D'ailleurs, je vous laisse goûter le terme, exécution provisoire.
pouvoir en la ça. matière. Fabuleux. On n'a pas Allez, mieux sur dit. Hein. On vous tranche la tête, mais vous pourrez quand même vous présenter. Et elle repousse. Voilà, il repousse. Oui. Non, c'est vrai que des fois les mots, et vous avez raison et on ne faut pas être en mauvais terme avec les mots, et c'est pas le cas. Hein. Absolument. Mais alors justement, aujourd'hui, Marine Le Pen, qui a fait la démobilisation, qui a montré qui se fait fort de dire, on a eu 12 millions d'électeurs aux dernières élections, etc. Où elle en est aujourd'hui, d'après vous? Elle en est, je crois, enfin, à ce que j'ai, moi, lu entre les lignes, parce que c'est ça, finalement. Bien on sûr. nous paye pour ça, les psychanalystes. Hein. On nous paye, vous parlez, et puis nous, on entend autre chose. Oui, vous lisez entre les lignes et vous écoutez entre les mots. Ben exactement, C'est un peu voilà. ça, hein. C'est ce qu'il y a derrière les mots. Du moins, on essaye. Et moi, ce que j'ai lu entre les mots, c'est que Marine Le Pen, vous voyez, elle en a jusque-là de la politique. C'est-à-dire, il y a quand même un artisanat qui s'est mis en place, des habitudes électoralistes, parce que c'est ça quand même la politique. Et puis, bon, en quelque sorte, on lui demande, au fond. J'ai été très choqué, par exemple, vous voyez, à la mort de son père. Marine Le Pen a dit qu'elle avait regretté de l'exclure. Et c'est une remarque qui m'a frappé, dans la mesure où je me suis dit, alors si elle est capable de le dire, parce que c'est une chose de le dire sur l'oreiller, et c'est autre chose de le déclarer. Et ça m'a, en quelque sorte, je me suis dit, mais alors tout n'est que démagogie. Tout n'est que discours, tout n'est que communication. En 2015, c'était aussi de la communication que de l'exclure. Parce que c'est ça, au fond. Si elle regrette et si elle le dit, alors ça veut dire qu'aujourd'hui il est de bon ton de le regretter. Ça veut dire qu'à l'époque elle avait fait la comédie, etc. ou pas? Où est la comédie? Où est la comédie? C'est aujourd'hui ou en 2015? Il y a Jeanne d'Arc au secours de Le Pen, moi Shakespeare au secours. Hein, c'est-à-dire, où est le théâtre là? En 2015, aujourd'hui, peut-être dans les deux. Et je crois que, voilà, et pour répondre à votre question, je crois qu'il est bien plus facile de faire du théâtre politique quand on s'appelle Éric Zemmour ou Marion Maréchal, parce que Marion Maréchal, c'est moins brûlant, c'est pas la fille. Hein. Et je trouve qu'être l'enfant, vous voyez, c'est cruel de faire du théâtre. Parce que, quand même, avec ses parents, on fait vœu de sincérité. Il y a quand même un lien tellement fort. Mais vous voulez dire, alors pour vous, la politique, ce n'est pas que du théâtre, quand même, Joseph Agostini. Écoutez, si, pour vous, la politique, c'est du théâtre. Non, mais il y a des phrases qui ne trompent pas. Et cette phrase-là, par exemple, son positionnement concernant l'avortement, concernant dernièrement ses dernières déclarations au sujet de la déconstruction, par exemple. Voilà. Je ne porte pas un avis sur la déconstruction. Mais d'entendre quelqu'un qui, finalement, n'a pas défilé pour le mariage pour tous en 2013, on s'en souvient, et aujourd'hui, qui nous dit, voilà, moi je suis contre la déconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce que c'est pas une forme de girouette, quelque chose comme ça, qui va juste là où le vent la porte? Et c'est ça qui m'inquiète profondément finalement dans la dimension aujourd'hui humaine du politique, du politique et de l'inconscient au fond. Si nous n'étions devenus que communication, qu'objet à destination de la communication et à destination au fond des réseaux sociaux. Puisque c'est ça en fait la question. Quel vent nous porte? Est-ce que c'est le vent d'une éthique, d'un positionnement subjectif, le vent d'un projet quand même collectif? Absolument. Et ça change tout, même à l'échelle individuelle. Regardez, un patient qui est dans son désir, par exemple, un patient qui vient avec une envie d'être. Ça peut. On va pas chercher la dimension sacrée là. C'est profane. Voilà, on aime quelqu'un, on a envie d'être avec lui. Il y a cette dimension-là, on a vraiment envie. Si on trompe son monde, si on est avec quelqu'un uniquement par intérêt financier, par exemple, ça se sent. Il y a quelque chose qui pue, vous voyez. Et là, c'est pareil. Quel vent portent nos politiques? Grande question. Alors j'allais vous dire ça. Quel vent, Giampaolo Furgiuele, quel vent aujourd'hui? Vous avez dit, c'est intéressant déjà ce que vous avez parlé sur le refus du pouvoir, ou en tout cas le refus de la tentation. Quel vent porte là aussi? On peut se poser des questions. Jean-Luc Mélenchon, allant jusqu'à la présidentielle, échouant à être au second tour à chaque fois. Les élections législatives, certes, il a gagné des députés. Aujourd'hui, avec l'histoire du Moyen-Orient, etc., et les prises de position et les dissensions au sein de son propre parti. Ce que vous l'avez dit, Giampaolo, vous avez dit, on n'est pas seul à prendre le pouvoir, et on voit très bien, il y a eu des scissions, en tout cas une bonne partie, et au sein de la gauche, on voit bien ce qui se passe. Alors, quel vent aujourd'hui porte Jean-Luc Mélenchon? Son désir. Je
C'est-à-dire que Joseph parlait d'amour. Moi, dans ces cas-là, je préfère employer le sujet du désir. Vous voyez, et on est toujours des animaux désirants, finalement. Il y a toujours la quête de quelque chose qui nous échappe. C'est ça, je termine le livre en disant, on est toujours à la recherche de quelque chose qui échappe, de quelque chose qui nous pousse quand même à nous positionner dans le monde. Et chez Jean-Luc Mélenchon, je pense, il est insaisissable. Je pense que par rapport à Marine Le Pen, je vois Marine Le Pen plus lisible, si vous voulez. Jean-Luc Mélenchon plus insaisissable. On ne sait jamais trop ce qu'il pense, ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est pas par hasard que le sous-titre du livre, si vous voulez, c'est la provocation comme stratégie. Donc le vent, comme vous disiez, ça sera toujours la provocation. Parce qu'il tire jouissance de la scène. Dans la joute verbale, il tire jouissance. Donc c'est toujours le désir qui l'anime. Vous me direz quel désir, c'est ça l'interprétation qu'il faut faire. Quel désir, Il y a, à mon avis, un désir projeté dans la figure de l'autorité. Il y a ce désir d'autorité. On le voit aussi dans le choix, comme je vous disais, de l'affiliation. Mais vous le voyez également, je pense, par les cibles de Mélenchon. Normalement, si vous êtes à la gauche radicale, on imagine avoir comme ennemi politique, si vous voulez, la droite, l'extrême droite. Chez Jean-Luc Mélenchon, l'ennemi n'est pas vraiment la droite, n'est pas non plus l'extrême droite. Il est toujours la figure de l'autorité. Donc le président Macron, qu'il avait prié de quitter donc, ses fonctions au mois de juin, et la police, par exemple, si vous voulez, en 2018, quand le siège de la France Insoumise a été perquisitionné, il s'agissait aussi d'autorité. Donc il y a toujours cette figure d'autorité, il y a toujours le nom du père, si vous voulez, qui revient souvent. Mais il y a aussi, oui, Jean-Paolo, excusez-moi, je vous interromps, mais il y a aussi, d'ailleurs vous évoquez Rimbaud, etc. Mais la République, c'est moi. Là, il y a du narcissisme, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Et vous avez bien fait à citer cet excès-là. La République, c'est moi, mais en évidence, c'est le narcissisme qui déborde, c'est le narcissisme problématique. On est dans une surestime de soi. On est dans la maîtrise aussi du langage, ça il faut le dire aussi, mais il est aussi dans un détournement de ce qu'on appelle l'énergie libidinale sur soi-même, déplacer des objets vers soi-même. On le voit par la posture qu'il adopte, par une sorte de manque aussi d'empathie, si vous voulez. Et la question de la République, c'est moi. Donc, ne me touche pas, parce qu'avant de dire la République, c'est moi, il a dit ne me touchez pas. Absolument. Cette phrase-là, si vous voulez, on va la retrouver dans l'histoire. On peut la traduire en latin. C'était le noli me tangere. Le noli me tangere, c'est une expression utilisé par le Christ ressuscité à Marie-Madeleine. Et traduite, ne me touche pas. C'est-à-dire que tu n'es pas digne de me toucher. Donc reste loin de moi parce que moi je suis dans un niveau de valeurs différents. Et donc je pense que cette phrase-là exprime bien évidemment les niveaux de narcissisme. Autre chose qu'il faut dire, on est tous narcissiques à des niveaux différents, mais les personnes, donc les hommes, les femmes, les gens qui travaillent en politique, le sont un peu plus, de façon très marquée. Et je pense aussi que, je ne parle pas, comme vous savez, comme j'ai dit aussi dans le livre, de narcissisme pathologique ou pas. Je dis simplement que des fois, un narcissisme peut déborder et peut commencer à être problématique, à la fois par la personne qui le vit et aussi par son environnement. Et vous avez parlé aussi de son équipe. Oui. Et on voit ce qui se passe dans son équipe en ce moment, enfin depuis quelque temps, quoi. Je veux dire, il y a des disputes, il y a des gens qui ont quitté, des gens qu'il a renvoyés lui-même, etc., quoi. Et on est dans la dynamique du populisme, si vous voulez, où la figure du leader est centrale. C'est Mélenchon, le leader. C'est Mélenchon, la base idéologique. Le leader Maximo. Si on exactement, par rapport aux gens qu'il aime. Oui, exactement. Et il le dit, et quand il parle de Cuba, si vous voulez, je rapporte ce qu'il a dit dans mon livre. À Cuba, il fait bon vivre. Oui, absolument. Donc, il y a aussi, si vous voulez... Au Venezuela aussi, il fait très bon vivre. Également. C'est pour ça que je dis souvent, Jean-Luc Mélenchon parle pour convaincre, si vous voulez, comme toute politique. Mais moi, j'ai écrit pour comprendre dans ces cas-là. Alors, on va en parler justement, avant cette petite pause. Avant notre petite pause, je voudrais prendre Philippe qui nous appelle de Caen. Bonjour Philippe.
Bonjour André, bonjour à vos invités. Alors j'ai pris l'émission en route. Une précision, messieurs, j'aimerais savoir quel est le cursus d'un psychothérapeute, psychiatre ou autre. Est-ce que vous avez le statut de médecin? Je sais que ça serait intéressant, ne serait-ce que pour savoir qui peut nous traiter. Et ça va vous prendre 2 secondes. Par ailleurs, j'aurais aimé que vous puissiez compléter vos ouvrages avec, en fin de compte, là vous parlez d'une scène, une scénographie qui va se jouer dans quelques mois, on va dire, allez. Mais pourquoi pas avoir parlé de Emmanuel Macron? Ça va venir. Alors je vais vous dire, Philippe, non, vos 2 questions sont très pertinentes. Le problème, c'est que ça va nous prendre trop de temps. On va le traiter là-dessus. Bon, ils vont traiter Macron plus tard et d'autres. C'est le début. C'est 2 livres qui commencent une collection chez Duno. Et en septembre, octobre, il y aura d'autres livres. Mais moi, je voudrais vous dire d'ailleurs, Gianpaolo, et parlez-vous entre vous aussi. Hein, c'est pas seulement parce que j'interviens. Donc Joseph, on se parle beaucoup déjà. Hein. Oui, je sais. On se connaît bien. C'est pour ça qu'il faut que je vous censure un peu. Hein, c'est ça. Non, il n'y a pas de censure ici à Sud Radio et ni chez moi. Mais je voudrais revenir à ça. Par exemple, par rapport à ce que dit justement Gianpaolo Foggielli et Joseph Agostini. Est-ce qu'il y a quand même chez ces comment dire, ces matadors de la politique, chez ces guerrieros, appelons-le comme on veut, hein, par rapport aux grandes figures qu'on a connues? Et je parle toujours au psy, hein, je veux dire, allez dans votre domaine. Par exemple, par rapport au De Gaulle d'un côté, par rapport à tel conducteur, tel chef, etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la même, je dirais, la même ferveur, la même autorité, ou ça s'est un peu perdu? Mais je vais répondre à partir de ce que posait Philippe, la question qui me paraît importante. Il a dit, vous êtes médecin, vous voyez tout de suite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une affiliation symbolique, parce que sinon, la parole n'a aucune valeur. Moi, j'ai un diplôme de psychopathologie clinique, effectivement. Je suis psychologue clinicien. Mais qu'importe, au fond, le psychanalyste suit aussi un cursus important. Oui, mais il n'est pas médecin, le psychanalyste. Oui, mais c'est-à-dire, on est dans un monde où on a besoin aussi d'être sûr. Parce qu'il y a tellement de charlatans, il y a tellement de communication, il y a tellement de coachs à la mort moelle-nœud qui proposent, qui font des formations en 3 mois à distance. Absolument. Et Philippe a raison. Mais je crois que ça en dit long aussi sur la dimension politique, parce qu'il y a tellement aussi de branquignoles de la politique, il y a tellement de gens qui sont justement, alors je préconise pas la psychanalyse à tout le monde, quoique, mais dans le même temps je trouve que parfois ça assagit, ça pacifie. Ces tyrans narcissiques dans les entreprises, ces gens qui n'ont strictement rien compris à l'humain, qui sont encore pour plaire à leur pauvre petite maman, d'ailleurs décédée le plus souvent. Oui, Jean-Marie Le Pen. C'est pas un peu réducteur, ça. Alors moi, je pense vraiment, je vais vous dire, là, il y a un miroir narcissique dans notre société qui fonctionne à plein régime, et parfois, vous voyez, c'est un peu comme selon moi, hein, maintenant c'est mon point de vue et ce n'est que mon point de vue. Mais j'ai le sentiment qu'on fait l'impasse finalement sur le vrai diplôme, sur le vrai chemin à faire pour devenir journaliste. Là, en l'occurrence, on a parlé de votre carrière de journaliste. C'est-à-dire que on s'improvise pas, psy. Vous voyez ce que je veux dire? Et le narcissisme, c'est l'improvisation. Et en politique, j'ai le sentiment qu'on a affaire aussi à une parole un peu improvisée, vous voyez, de gens qui sont un peu parachutés là. Oui, mais c'est pas le cas. Attendez, c'est pas le cas pas le cas de Mélenchon qui a commencé sa carrière à 20 ans, à 19 ans. C'est pas le cas de Marine Le Pen qui a grandi dans le sérail. C'est vrai. Et c'est pour ça, attention, parce que qui est professionnel de quoi? Évidemment, vous allez me dire la politique. Trump était entrepreneur, milliardaire de l'immobilier. Il est devenu. Voilà, ça c'est un excellent exemple, effectivement. Mais Trump, politique, excusez-moi, mais non. Enfin, excellent businessman. Mais il y a vous voyez, quelque chose d'un passage un peu. Mais alors, c'est vrai, vous avez raison. Pour être plus exact, je dirais qu'il y a des gens qui sont capés, et en l'occurrence Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a un vrai parcours, mais je me demande si ce monde de communication systématique fait pas un peu raccourcir les pensées, vous voyez. C'est un peu un transformateur. Et ce sont des gens qui perdent leur étoffe au fur et à mesure, parce qu'ils veulent plaire à tout prix.
C'est évidemment tout le problème du politique, puisque le politique doit. Actuel. Mais n'oublie pas, un psychanalyste n'a pas besoin d'être élu, un journaliste non plus, un politique, oui. Oui, c'est tout vrai. le problème. C'est vrai, mais voilà. Et justement, cette élection conserve encore une valeur en France et c'est heureux. C'est pour ça, on va continuer d'en parler après cette toute petite pause. 0826 300 300. Mais je voudrais qu'on creuse sur Mélenchon et sur Marine Le Pen parce que c'est très intéressant les éclairages que vous apportez. À tout de suite. Sud Radio, votre ami. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Joseph Agostini, Marine Le Pen sur le divan au nom du père. Gianpaolo Fulgiole, Jean-Luc Mélenchon sur le divan, la provocation comme stratégie, effectivement. Très intéressant, 2 livres qui viennent de paraître chez Duno sur ce qui se passe à l'intérieur, dans cette terre, dans cette terra incognita par définition de l'inconscient. Voilà, au nom du père, effectivement, et vous citez tous les deux énormément de psychanalystes, et d'ailleurs vous citez souvent Lacan. Et moi, j'adore Lacan parce que c'est l'almanach Vermeau. Non, j'exagère, mais les jeux de mots de Lacan m'ont toujours fait. Mais c'est dans les jeux de mots qu'il y a la vérité psychique du sujet, selon moi. Oui, Gianpaolo. Oui, tout à fait. Mais moi, je cite beaucoup Freud aussi. Donc, oui, c'est vrai. Parce que c'était une démarche aussi pour justifier la collection. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des psychanalystes dans le passé qui se sont penchés sur la vie politique. Michel Schneider, d'ailleurs, qui a fait un très bon travail. Oui. Tout à fait. Oui, et alors justement... Oui, allez-y. Je vous écoute, Gianpaolo. C'est pour dire qu'en France... c'est quelque chose, c'est une démarche, c'est une nouvelle démarche. Oui. On avait eu des articles parus dans des quotidiens de Jacques-Alain Millet qui se penchait encore une fois sur Jean-Luc Mélenchon, mais des livres, des essais qui portaient vraiment sur des personnages. Non, je pense que c'est la première fois, au moins depuis une vingtaine d'années. Oui, non, c'est sûr. Et il y a eu, je rappelle juste, ce psychanalyste italien qui avait traité de Macron. À plusieurs reprises, je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, je ne sais plus, mais qui avait traité de Macron et ça avait été beaucoup répercuté en France parce qu'il avait été assez, je dirais assez dur. Enfin, je ne sais pas s'il avait raison ou pas, mais enfin, il avait été assez précis. Mais pour revenir à Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce que vous, alors je vous question, est-ce que Mélenchon comme Marine Le Pen, au fond, ils veulent le pouvoir sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il est là, parce que Mélenchon, je voudrais rappeler ça, il est vraiment, lui, dans l'agressivité, je ne fais pas un jugement de valeur, il est dans la bataille, il est pour la bataille, 6e République, etc. Il faut tout changer, il faut tout chambouler, on peut pas rester comme ça, et puis la bataille aussi avec ce qui peut se passer au Proche-Orient et tout ça. Et est-ce que c'est... Alors, pour vous, Gianpaolo, et pour vous aussi, Joseph, on n'est pas... est-ce que c'est un clientélisme? Est-ce que c'est une manière de dire, voilà, moi, ce qu'il faut que j'assure, c'est ma troupe, c'est mon armée, etc. Et puis, comme ça, j'aurai peut-être le pouvoir, à votre avis? Mais moi, je ne crois pas, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est mon analyse, je ne crois pas vraiment qu'il vise le pouvoir, si vous voulez. Ouais. Je crois vraiment qu'il est plus dans la focalisation sur lui, mais encore une fois, dû à son narcissisme, tirer plaisir de l'état actuel des choses. Il a fait 22%. Il faut se féliciter chez LFI, mais il faut dire aussi que 22%, c'est l'échec. C'est encore une fois l'échec. On est toujours confronté à l'échec chez Jean-Luc Mélenchon. Il n'arrive jamais à atteindre le but ultime, dans ces cas, les élections. Je pense qu'il est plus dans une répétition de l'échec, si vous voulez, que dans une vraie quête de pouvoir. Le pouvoir, à sa façon, il l'a. Il a son pouvoir à lui. Il est conscient d'avoir du pouvoir. Il est gourou, il est chef de... Je dis pas chef de bande. Il est leader. Il est leader. Il sait de l'être, voilà. Mais je ne crois pas non plus qu'il soit vraiment à la recherche du pouvoir politique, au pouvoir présidentiel, en tout cas. Joseph Agostini, de ce point de vue, Marine Le Pen, même chose, un peu même combat, ou même combat manqué, ou même combat entravé?
Oui, Marine Le Pen, je trouve, il y a un passage finalement, le passage le plus intéressant de sa carrière politique, à mon sens, c'est le moment où elle s'acoquine avec Florian Philippot, qui est chevènementiste, qui est homosexuel, qui est aux antipodes de Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, qui fera ses gorges chaudes de cette union politique, en disant Marine n'a plus qu'à se marier avec Florian. Et ça, je trouve que c'est aussi très symptomatique de ce qui se passe. Au fond, Jean-Marie Le Pen considère en quelque sorte que Marine est mariée symboliquement à lui à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il prend ça vraiment pour une trahison sentimentale. Et c'est la confusion des langues. C'est une sorte de Babel incestuel où on ne sait plus si on parle de politique ou si on parle d'affection filiale d'un père et de sa fille. Et à plusieurs reprises d'ailleurs, Marine Le Pen va se retrouver aussi dans les griffes de ces équivoques bizarres. Je me souviens aussi qu'il dit à un moment donné, une fille peut mourir avant son père. Enfin, vous vous rendez compte? Une fille peut mourir avant son père. Avant son père, oui. C'est-à-dire ce que dit Le Pen. Ce que dit Le Pen. On peut mourir avant son président. Voilà, pour être exact. Mais bon, en l'occurrence, sa fille. Il parle de sa fille. Et je trouve que là, on voit bien qu'elle a eu un père qui a mis la politique au-dessus des valeurs familiales. Et ça apparaît constamment. Et je pense qu'il y a une extrême violence psychologique qui s'abat sur les enfants qui doivent vivre avec ces espèces de maîtres dans les familles. Il n'y a pas Jean-Marie Le Pen dans les familles, quand le père a une espèce d'ascendant, voyez, permanent, et le réclame constamment. Il laisse pas vivre, au fond. Et je crois il réclame à ses enfants de reconnaître ça en permanence. En permanence. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il l'a emmerdé, si je puis dire. Et d'ailleurs, elle le disait, elle utilisait ce terme d'ailleurs. Elle disait, le nom de Le Pen m'a emmerdé toute ma vie. Mais il n'y avait pas que le nom. Il y avait aussi cette espèce de... Oui, comme si elle lui devait tout. Voilà, cette dette inconsciente dont elle ne s'est jamais débarrassée. Oui, c'est très intéressant et ça donne beaucoup à lire. Moi, je voudrais vous dire vraiment, lisez le bouquin de Giampaolo Furgele, Jean-Luc Mélenchon, le livre de Joseph Agostini sur Marine Le Pen, tous deux parus aux éditions Duno, parce que ça vous apportera, et c'est peut-être le plus important, un autre éclairage. On parle toujours des politiques en termes de rapports de force. Là, oui, ce sont des rapports de force, mais ce sont des rapports de force neuronaux,